Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. J'ai oublié de filmer l'introduction, du coup c'est pour ça que vous l'avez rapidement ici. C'est un vlog qui est assez long, qui était un petit peu décousu au départ, mais vous allez voir qu'il y a une thématique au final qui en ressort. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Hello, je reviens pour un petit unboxing. Je m'excuse des travaux comme d'habitude, mais je suis trop impatiente pour attendre qu'il s'arrête. Donc j'ai envie de vous ouvrir ceci puisque je l'ai reçu depuis hier et du coup hier toute la journée. Mais vu que je voulais filmer, ben, je pouvais pas l'ouvrir vu que je suis rentrée très tard. Bref, tout ça. C'est la boutique de Faylin. Je sais pas si je prononce bien, mais en tout cas j'ai très hâte. Donc je vais ouvrir avec vous. J'espère que je vais réussir sans... Puisque je vais garder le sticker. Oui, le sticker s'en va. Yay! J'ai réussi à le garder. Ah, c'est si mignon déjà. Oh, que je vous explique du coup. Cette illustration qui a été faite par Faylin, du coup c'est Sailor Moon, n'était pas inclus dans ma commande, mais vu que j'ai payé des frais en plus sur Ko-fi, bref ça a fait de la merde et j'ai payé un petit peu plus, donc elle m'a offert cette illustration qui est extrêmement mimi. Je la trouve trop mimi, mon dieu. Oh là là, regardez comme c'est mignon. Pardon, c'était... Voilà, je vais continuer parce que si je m'extase comme ça à chaque fois, ça va être long. Alors, je casse tout. Ah, je vous ai même pas montré. Je suis vraiment une youtubeuse en garçon. Voilà. C'est beau, c'est mignon. Maintenant, moi, je veux ouvrir. Je suis une enfant impatiente. Ben, Peterson est là, il est sur mes genoux, là. T'as envie de voir, toi aussi? Je comprends. J'ai pris une petite illustration comme ça qui est extrêmement mimi. Je vais pas la garder pour moi. Pense que je vais l'offrir à une copine. Je vais lui faire une petite... Je vais lui envoyer une petite lettre parce que ça fait longtemps qu'elle m'en envoie. Enfin, en tout cas, ça fait longtemps qu'elle m'en a envoyé une, je n'en ai pas envoyé. Et je me dis que lui offrir ça, ça pourrait être super chouette parce que c'est très mimi. Et après, j'ai commandé... Oh, il y a un sticker. Oh, regardez, c'est un sticker de chat noir. Peterson, c'est toi? C'est trop mignon, je vais mourir. Et les fameux marque-pages. Du coup, j'ai commandé les 3 petits fantômes. Du coup, il y a celui-ci. Ah, on voit rien. Voilà. Hop. Et c'est écrit Pick a Pumpkin. Avec derrière ça. Ensuite, le petit fantôme qui dit Stay Cozy. Ah, c'est si mignon. Je vais mourir. Et le dernier, Take a Break. Oh, je l'adore celui-là. J'adore les petites couleurs et tout. C'est trop mimi. J'aime trop. Celui-ci, le dernier, c'est Autumn et que j'aime énormément. Je trouve que c'est très très beau. Je suis très contente. Waouh. Ah, il y a un petit dessin. Pardon, je m'extase pour rien. Mais en même temps, c'est écrit que c'est fait au crayon, quoi. Je sais pas si... J'imagine que c'est vraiment fait au crayon. Merci et surtout très bonne lecture, Faylin. Regardez, c'est trop chou. Avec du coup... toutes ces coordonnées, je vous le laisse, j'espère qu'il fera le focus. J'adore, je suis ravie, je suis contente. Ah, merci beaucoup. Ah, mais attends. Hein? Quoi? Mais attendez, mais j'ai... Hein? Mais attendez, je les ai en 2 fois. Donc pour récapituler, j'ai eu cette illustration qui m'a été gentiment offerte par Faylin, merci beaucoup. D'ailleurs j'ai découvert son travail parce qu'elle s'est abonnée à moi sur Instagram. J'ai été voir ce qu'elle faisait, j'ai trouvé ça extrêmement mimi et du coup je me suis dit vas-y tu peux t'offrir des marque-pages. C'est ce que je fais jamais, m'offrir ce genre de choses. Et là j'avais la possibilité, ça lui a donné de la force. Donc voilà, je suis trop contente. Donc il y a du coup cette illustration, on va y arriver, si je commence à m'égarer à chaque fois ça va pas le faire. Cette illustration que j'ai payée qui n'est pas pour moi, qui est pour une copine, voilà, je pense que ça va lui plaire. Elle aime bien les petits trucs mignons comme ça, elle aime bien les grenouilles. Et du coup j'avais payé pour... faut que je vérifie que j'ai bien payé pour que 4, hein, parce que là j'en ai vraiment 7 quoi. Donc j'ai eu 2 Take a Break, comme ça, 2 Pick a Pumpkin, 2 Stay Cozy et 1 Autumn comme ça. Celui-là je l'aime trop, il est vraiment trop beau. Hein.
Et avec un magnifique sticker de chat noir, évidemment, comme Peterson. Voilà. Je suis très très contente, merci beaucoup. On est le même jour, je viens d'aller à ma boîte aux lettres et j'ai reçu un colis. C'est un achat que j'ai fait sur Momox. Hop. Il s'agit de Terra Fria de Ana Maria Torres. C'est une autrice portugaise, je pense bien, parce que ça fait un peu espagnol son nom, mais sa dédicace c'est Para a minha mãe, a minha família, a minha aldeia, si je prononce bien, mais du coup qui est bien du portugais. Et c'est chez la Grange Batelière. Je m'intéresse de plus en plus à la littérature portugaise et notamment à chercher des autrices portugaises à vous présenter et même pour moi à lire pour ma culture personnelle. Et je l'ai choisi tout particulièrement celui-ci parce que ça parle du nord du Portugal et que moi mes grands-parents viennent du nord du Portugal. Donc peut-être que c'est des choses que je pourrais reconnaître. Donc je vais vous lire la 4e de couverture. Il faut voir les oliviers en été. Quand le ciel est d'un bleu qui perce les pupilles et la terre aussi ocre que le soleil, une providence d'ombrage où le vent souffle à peine, une caresse sur des épaules endolories par l'effort. Dans un village du nord du Portugal se jouent le destin et les souvenirs de 2 jeunes femmes. L'une part, l'autre revient. Les saisons se succèdent et se ressemblent dans cette terre pétrie de croyances et de traditions. Une terre de liberté, de transmission et de poésie derrière une montagne qui révèle un pays caché, secret, différent. Une terra fria où la promesse de retour estompe la saudade. Un récit délicat où la subtilité de l'intime touche à l'universel. Ana Maria Torres, ou Torres du coup, rentre tous les étés dans son petit village de Trás-os-Montes. Là-bas, elle aime assister aux processions, nourrir les ânes, danser le pimba et regarder les feux d'artifice et les couchers de soleil sur les vignes. Faut vraiment que j'aille regarder où ça se situe, Trás-os-Montes. Ah, j'ai une amie qui m'a envoyé un message. Et voilà, en fait, j'ai très envie de découvrir ça et je pense que ça va être l'une de mes prochaines lectures. J'espère que ce petit livre va être sympa. Il est vraiment très très court. Il fait à peine 100 pages. Il en fait 94, donc vraiment quasiment rien. Je suis assez contente de l'avoir trouvé sur Momox malgré le fait qu'il soit taché. Vous le voyez juste ici. Et on le voit là. Après c'est un livre blanc donc ça se tâche assez facilement. Il était vraiment pas cher donc au final ça va, ça me dérange pas tant. Mais voilà, j'ai très hâte et j'aime beaucoup la couverture. Je la trouve très très belle. Hello, je vous retrouve pour un autre unboxing parce que j'ai demandé une BD à une maison d'édition. J'ai reçu la BD dans un paquet en plastique de la poste parce que regardez comment ça a été ouvert, envoyé, voilà. Donc on va ouvrir ça ensemble. J'espère que la BD a pas pris trop cher. Vraiment ça s'est complètement déchiré ou en tout cas quelqu'un a voulu regarder dedans parce que regardez, c'est tout ouvert ici. Il y a une grosse déchirure là. Enfin bon. Bref, on va voir comment c'est à l'intérieur. Il s'agit de la BD Borboleta de Madeleine Pereira. Je suis un peu deg parce que je sais pas si on va bien voir parce que j'ai le soleil juste là, mais du coup il y a une grosse déchirure ici et là il y a plein de traces sur le dos. C'est un peu dommage, je suis juste un petit peu deg par rapport à ça, mais bon, écoutez, je la lirai pareil, mais c'est vraiment dommage. J'ai l'impression qu'elle a pris l'eau ou quelque chose comme ça. Donc bon, bah, tant pis, c'est pas grave. En tout cas, l'intérieur n'est pas touché, donc ça me va quand même. C'est la maison d'édition Sarbacane qui m'a envoyé la BD. Et d'habitude, ils font pas d'envoi comme ça, il faut être partenaire Sarbacane. Mais comme je l'ai expliqué dans mon mail, je suis en pleine recherche d'auteurs et d'autrices portugais et portugaises. Parce que j'ai envie d'en découvrir davantage sur mon autre partie de culture. Et cette BD, je vais vous lire le résumé. Ce sera plus simple parce que je sais plus trop de quoi elle parle. Je l'ai su, mais comme d'hab, j'oublie les résumés. Et Madeleine, ça se voit que t'es portugaise, t'as le M de McDo à la place des sourcils. Alors ça, les clichés sur les poils, j'en ai eu aussi quand j'étais plus jeune. Sans cesse ramenée à ses origines, les connaissances de Madeleine sur le Portugal se limitent à Cristiano Ronaldo et aux blagues xénophobes. Son père Pedro, arrivé en France à 12 ans, refuse de lui parler de son pays natal, et de son enfance sous la dictature. Or, la jeune femme a besoin de renouer avec ses racines et elle ira donc chercher des réponses ailleurs. À commencer par les amis de Pedro, immigrés portugais qui, eux, ont la langue bien pendue. De la région parisienne à Lisbonne, Madeleine remonte le fil de l'histoire du Portugal et à travers elle, tente d'en apprendre sur elle-même. Bien écoutez, ça me donne vraiment envie. Déjà, je trouve que la couverture est très belle. Je suis désolée, je peux pas trop vous montrer parce que il y a un rayon de soleil, donc on voit rien.
Je vais vous montrer du coup à l'intérieur. Déjà, je trouve que les pages de garde sont très belles. Ça représente les azulejos du Portugal. C'est les carreaux de céramique typiques du Portugal. Et voilà à peu près à quoi ça ressemble à l'intérieur. On va bien voir. Et j'aime bien la palette de couleurs, elle est assez intéressante. C'est beaucoup de bleu, de jaune et de vert un peu. Hop. Voilà, un peu les clichés sur les poils, ce que ça amène aussi en même temps. Je suis très curieuse de la découvrir, donc je pense que j'essaierai de la lire dans ce vlog. Je remercie les éditions Sarbacane de m'avoir envoyé cette BD, j'ai très hâte de la lire. Je regrette que la poste ait massacré la BD, vraiment, je suis vraiment dégoûtée de ce qu'ils ont fait à cet objet livre que je trouvais très chouette, parce que regardez vraiment, oh, on voit pas, bah non évidemment on voit rien. Hop. Voilà, du coup, voilà ce qu'a fait la poste. Hop, et on ne voit pas très bien, mais là aussi c'est abîmé ici. On dirait des crocs de chat. C'est pas mon chat pourtant. Il a pas touché la BD. Mais ouais, c'est pas fou. Je suis un peu deg, mais c'est pas grave. Écoutez, vous en saurez plus si jamais je la lis pendant ce vlog, parce que déjà je ne sais absolument pas ce que ça va donner ce vlog, puisque je sais pas où il va me mener. Bref, je vais arrêter pour ce petit plan et on se retrouve plus tard. Je vais discuter un petit peu avec vous de mes dernières lectures et de mon manque d'enthousiasme par rapport à la lecture. D'abord, je vais vous parler du 4e tome des Mémoires de la Forêt que j'ai lu. C'est ma dernière lecture et ça date du 27 octobre. On est le 4 novembre. Ça fait pas énormément de temps entre la fin de cette lecture et aujourd'hui, mais je n'arrive pas à me mettre à la lecture. Ça me demande beaucoup de temps, d'espace mental que je n'ai pas. Bref, avant de vous parler de tout ça, j'ai un petit Peterson qui vient et qui veut squatter. Donc on aura un petit Peterson qui patoune et je voulais vous parler de ça. Donc j'ai terminé la saga, j'ai eu beaucoup d'émotions en la lisant. J'étais contente de l'avoir terminée, mais en même temps ça me rendait un petit peu triste de terminer justement cette saga. C'est une quadrilogie jeunesse que j'aime beaucoup, donc forcément ça m'a fendu un petit peu le cœur de la terminer. Et toujours aussi fan du travail de Michael Mararno et des illustrations de Saanoe. Je vais vous montrer une illustration que j'aime particulièrement. Elle est comme ça. Je la trouve très 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 belle. J'aime bien les couleurs utilisées, le fait qu'on voit le ciel et le... j'ai oublié le mot. J'ai caméscope en tête. C'est pas ce mot que je cherche. Télescope, voilà. Le télescope. J'ai pas envie de vous parler de l'histoire parce que même si c'est des tomes indépendants, il y a quand même des personnages qui sont récurrents, donc j'ai pas envie de trop vous en parler. Juste, c'est un roman pour enfants que je trouve très intéressant, qui parle de thématiques assez rudes de temps en temps. Enfin, en tout cas, c'est des thématiques qui sont assez profondes. On a eu, par exemple, dans le premier tome, il y avait la maladie, notamment la maladie d'Alzheimer, qui est sous le nom de l'oubli-tout dans le récit de Mémoires de la Forêt. Mais voilà, ça introduit au sujet pour les enfants, c'est à partir de 9 ans, c'est chez l'école des loisirs. Donc vraiment, si vous avez des enfants dans votre entourage, si c'est des choses qui vous intéressent, foncez parce que moi j'ai trop aimé. Et je vous disais que j'ai beaucoup de mal à lire tout simplement parce que c'est difficile pour moi de m'intéresser à une lecture. Et ça, c'est en grande partie, voire à cause de mon travail. Ça mobilise toute mon attention mentale et du coup, ça se répercute sur la lecture parce que je n'arrive pas à me concentrer sur mes lectures. J'avais tenté de commencer, même avant Mémoires de la Forêt, ce roman. Attendez que je le sorte de la pochette. Du coup, Là où fleurissent les cendres de Nguyen Phan Khai, et je n'en suis arrivée que à la page 33, donc je crois que c'est au 3e chapitre ou 2 ou 3e chapitre, bref, en gros je suis arrivée au 2 ou 3e chapitre, c'est-à-dire que j'ai lu simplement ça, sur tout ça, alors que je sais pertinemment que c'est un roman dans lequel je peux me plonger et qui va me donner beaucoup d'émotions et que je vais aimer, mais c'est le contexte actuel qui fait que c'est difficile pour moi de me mettre dedans et du fait que je n'y arrive pas, donc je vais le mettre en pause. Je vais arrêter ma lecture et je vais choisir autre chose. J'ai essayé aussi hier d'emmener ma liseuse parce que j'avais commencé quoi déjà La tisseuse de vent de Nina Lan, voilà, que j'ai juste ici.
Qui est-ce qui en avait parlé? Lucie? Oui, Lucie et Emeline en avaient parlé et ça m'avait donné envie parce que je trouve que la couverture est très jolie. Je vais pas m'embêter à vous la montrer, je vais la mettre directement ici. J'ai aucune idée de quoi ça parle, je sais juste qu'on va suivre une jeune fille et en fait je peux même pas vous en parler. J'ai lu 4%, je crois que c'est que 2 ou 3 chapitres aussi, donc je préfère ne pas vous en parler parce que je ne sais pas quoi dire par rapport à ce titre-là. Donc vous voyez que mes lectures sont très éparpillées, c'est très difficile de me mettre dans quelque chose. Et aujourd'hui c'est mon jour de repos, moi j'ai des jours de repos en décalé, je travaille le week-end, donc là j'ai lundi, mardi pour moi. Je vais sortir parce que j'ai des petites choses à faire, je suis très contente parce que j'ai ma réservation, enfin en tout cas ma commande qui est arrivée à la librairie Maupetit, donc on va y aller ensemble la récupérer, je vous le présenterai juste après. Et j'ai fait une vente Gibert, donc je vais aller le déposer aussi au magasin Gibert. Et je vais en profiter aussi pour déposer ces 3 livres-là en boîte à livres parce que ces deux-là n'étaient pas repris, ou en tout cas à des prix assez dérisoires. Et celui-ci, j'ai déjà trouvé en boîte à livres, donc j'allais pas le vendre. Et il y a une boîte à livres qui est pas très loin du Gibert et pas très loin de la librairie, donc je vais aller les déposer. Pas que je les ai pas aimés, ces 2 romans-là, mais juste je les ai pas assez aimés pour qu'ils restent dans ma bibliothèque. Et celui-ci, je n'ai plus du tout envie de le lire, donc je préfère m'en séparer et le redonner à quelqu'un dans la boîte à livres, tout simplement. Hello, je ne vous ai pas repris lundi après que je sois allée déposer mon colis Gibert, mais je me suis acheté Résister de Salomé Saké aux éditions Payot. Voilà, et du coup ça va parler, je vais vous lire le résumé, ça ira plus vite. L'extrême droite est aux portes du pouvoir, dans les urnes comme dans les esprits, ses thèmes, son narratif et son vocabulaire s'imposent. Il est encore temps d'inverser cette tendance à condition de comprendre les rouages de cette progression et de réagir rapidement. C'est au prix de 5 € et je voulais absolument l'avoir parce que l'actualité finalement. Je l'ai acheté le lundi 4, le mardi 5 c'était les élections présidentielles aux États-Unis. On connaît tous le dénouement de ces élections. Voilà, Trump. Donc, plus que jamais, il faut résister. Et du coup, je l'ai un petit peu commencé hier au travail. J'ai souligné pas mal de passages. En vrai, il est assez court à lire, hein. Il fait sans toutes les notes et la bibliographie à la fin. Il fait 114 pages. Je suis à la page 50-51. Donc voilà, pour l'instant j'ai lu ça, c'est très intéressant et je vais probablement le finir aujourd'hui parce que c'est mon jour de repos. Je vous invite vivement à aller acheter le livre de Salomé Saké parce que c'est une journaliste et que je trouve toutes ces enquêtes journalistiques, je les trouve très intéressantes, donc voilà, donc foncez l'acheter. Et je suis ensuite allée chercher une commande que j'avais faite il y a un petit moment maintenant chez Maupetit, c'est Saudade de Cristina de Amorim. C'est une autrice portugaise, encore une fois, c'est un peu le thème de la vidéo. J'ai acheté pas mal en tout cas 3 livres d'autrices portugaises, ou en tout cas d'origine portugaise. Et ici, je crois que c'est un livre historique. Alors attendez, la maison d'édition c'est Caplume, c'est une maison d'édition indépendante je crois. Et pareil, je vais vous lire le résumé. Anna est enceinte quand elle doit fuir le Portugal des années 70 sous la dictature de Salazar. En France, elle est recueillie par mademoiselle Claudine, mannequin libertine aux idéaux féministes. 30 ans plus tard, sa fille Gorete est devenue une jeune femme libre et indépendante. Mais plusieurs drames vont subitement frapper son existence, obligeant Gorete à faire face à son passé méconnu. J'ai beaucoup de mal. D'ailleurs, je sais pas comment on prononce, si c'est Goret ou Gorete, je ne sais pas. Découvrant la signification du mot saudade, épine amère et douce, la jeune femme se lance dans une quête de ses origines et un devoir de mémoire. De Buenos Aires à Porto, du tango au fado, elle parvient peu à peu à lever le voile sur les secrets de sa famille. Une nouvelle histoire s'écrit, celle d'hommes et de femmes au destin croisé, miroir de plusieurs générations et de la mélancolie joyeuse de tout un peuple. Et il y a un petit mot sur l'autrice juste en dessous. Cristina de Amorim est née à Paris de parents originaires du Portugal. À 15 ans, elle part découvrir ce pays dans lequel elle suivra des études de lettres. Elle vit désormais en région parisienne et partage son temps entre la communication, sa famille recomposée, la lecture et l'écriture.
Saudade et son deuxième roman. Ok. Honnêtement, je me souvenais plus tellement de quoi ça parlait. Je savais juste que c'était une autrice portugaise. Mais, une autrice qui va parler du Portugal. Et là, notamment de la dictature de Salazar. Ou en tout cas, j'ai l'impression de la dictature. Donc voilà, c'est aussi pour connaître un peu cette période-là. J'espère qu'on va en parler. Ou en tout cas, grâce à la fille de Anna, j'espère qu'on va en parler. Parce que ça m'intéresse et que j'ai envie d'en savoir plus. Et je trouve que la littérature et la fiction, c'est une bonne porte d'entrée en tout cas pour le connaître, pour connaître l'histoire. Et si je dis pas de conneries, on dirait que c'est le pont de Porto. Voilà, potentiellement c'est des bêtises. Et ensuite, je voulais vous parler du mardi, parce que mardi, on a été voir un film avec mon copain. C'est assez rare qu'on aille au cinéma, mais là, il a été voir son frère qui lui a conseillé un film d'animation. Il m'a résumé ça en 2 mots et j'étais convaincue. C'est un petit chat noir qui va devoir survivre dans une planète où il y a de la montée des eaux. Et c'est un peu la seule chose qu'il m'a dit. Et j'ai vu l'affiche du film et j'ai dit oui tout de suite. Déjà, chat noir, j'étais convaincue. Le titre du film, c'est Flo. Et voici l'affiche, elle est extrêmement mimi. C'est Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Un film de Jeans Zibalodis. Voilà, je vous l'écrirai à l'écran parce que c'est probablement très très mal prononcé. Et pour vous en parler un petit peu et pour vous faire un meilleur résumé, je vais lire ce qu'il y a écrit à l'intérieur du magazine. C'est un petit résumé ici. Un chat se réveille dans un univers envahi par l'eau où toute vie humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau avec un groupe d'animaux. Mais s'entendre avec eux s'avère un défi encore plus grand que de surmonter sa peur de l'eau. Tous devront apprendre à dépasser leurs différences et à s'adapter au nouveau monde qui s'impose à eux. Et voilà encore une petite image du film. Et en fait, c'est un film d'animation en 3D muet. Et en fait, c'est très poétique, on a beaucoup aimé, que ce soit mon copain ou moi, on a vraiment adoré. Et je trouve que la façon dont les animaux ont d'agir et d'interagir, je trouve que c'est assez bien fait. Les miaulements, tout la véritable identité des animaux sont bien retranscrites, est bien retranscrite. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Et je voulais aussi avoir l'affiche du film que je trouve très jolie, donc je la découperai et je la mettrai sous cadre ou je sais pas pour l'instant, mais je l'aime beaucoup, donc j'étais très très heureuse d'aller voir ça. Et il y a aussi d'autres choses qui m'ont donné envie dans les bandes annonces. Dans ce cinéma-là, c'est le cinéma Les Variétés à Marseille, si jamais vous connaissez. À partir du 27 novembre, il y a 7 jours, 7 films japonais en avant-première. C'est les saisons Hanabi, vivez au rythme du Japon. Et ça a l'air très très cool. Je sais pas trop, j'ai pas encore tout regardé, mais on a vu quelques extraits dans les bandes annonces du cinéma. Et moi j'ai vraiment bien aimé, ça m'a donné envie d'aller en voir quelques-uns. Et notamment My Sunshine, ça avait l'air très très chouette. C'est un film de Hiroshi Okuyama. Voilà, et ça parle, je crois, de 2 enfants qui font du patinage artistique. Attendez, c'est écrit juste ici. Sur l'île d'Hokkaido, l'hiver est la saison du hockey pour les garçons. Takuya, lui, est davantage subjugué par Sakura, tout juste arrivée de Tokyo, qui répète ses enchaînements de patinage artistique. Il tente maladroitement de l'imiter si bien que le coach de Sakura, touché par ses efforts, décide de les entraîner en duo en vue d'une compétition prochaine. À mesure que l'hiver avance, une harmonie s'installe entre eux malgré leurs différences, mais les premières neiges fondent et le printemps arrive, inéluctable. Voilà. Et en général, les films japonais sont assez lents, il y a souvent des belles images et moi j'aime bien. Donc voilà, on a été voir Flo mardi, c'était très très chouette. Et si jamais il passe dans l'un de vos cinémas, n'hésitez pas à aller le voir parce que c'est vraiment très très cool. C'est assez poétique, il n'y a pas forcément il n'y a pas forcément une fin où on a toutes les réponses aux questions qu'on peut se poser durant le film. C'est, comme je dis, assez poétique, il y a des belles musiques. Et vraiment, l'animation est extrêmement belle. J'ai énormément aimé les images, les couleurs. Voilà, c'est vraiment tout le temps dans cette même veine-là, avec beaucoup de couleurs, Bref, je sais pas. Moi, c'est une animation que j'aime beaucoup et le dessin est très joli. Donc voilà. On n'a pas le nom du petit chat, mais dans ma tête, il s'appelait Peterson. Est-ce que c'est étonnant? Pas du tout.
En ce qui concerne ma journée d'aujourd'hui, donc je suis en repos et je pense que je vais terminer Résister. J'aimerais bien aussi lire un petit livre que je vous ai présenté un peu plus tôt dans le vlog que j'ai unboxé. C'est du coup Terra Fria de Ana Maria Torres. J'aimerais bien le lire aussi parce qu'il est très court, il fait moins de 100 pages, donc ce serait chouette que je puisse le lire aujourd'hui. Mais j'ai d'autres petites choses à faire, notamment je vais tourner la foire aux questions. Est-ce qu'elle sera publiée avant ou après cette vidéo? Je ne sais pas, puisque j'ai aucune idée de quand est-ce que va être publié ce vlog. Donc bref, voilà. Et aussi j'aimerais commencer Babel parce que je voudrais en faire une vidéo et qu'elle sorte avant la fin de l'année. Dans mon planning elle sortait fin novembre. Est-ce que ça va être possible? Je ne sais pas. Et puis c'est tout, je vous reprends quand j'ai le temps. Hello, je vous retrouve pour un petit update lecture. Il est temps parce que ce vlog a commencé depuis un petit moment et je vous ai toujours pas fait d'update lecture, mais j'ai enfin repris la lecture et je suis extrêmement contente. Donc je viens vous parler de 2 livres que je vous ai présentés un peu plus tôt. Le premier c'est Terra Fria de Ana Maria Torres aux éditions La Grange Batelière, que j'avais acheté en occasion sur Momox. C'est un tout petit ouvrage qui parle de 2 jeunes femmes au nord du Portugal. C'est 2 histoires similaires parce que ça suit le même cheminement en termes de chapitrage, mais elles ne sont pas liées. Si mes souvenirs sont bons, je suis désolée, ça fait pas très longtemps que je l'ai lu, mais j'ai déjà oublié ce petit détail là, mais en soi le texte j'ai beaucoup aimé, il est très poétique dans ses paroles, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs ou en tout cas des choses qui sont similaires à ce que je peux retrouver quand moi je vais chez mes grands-parents. Ça m'a fait beaucoup de bien de le lire et j'ai annoté quand même quelques passages, donc j'ai corné des pages. Ça m'arrive très rarement mais là j'ai eu très envie. Je vais rapidement vous lire le résumé parce que je ne sais plus si je l'ai déjà fait. C'est écrit: dans un village du nord du Portugal se joue le destin et les souvenirs de 2 jeunes femmes. L'une part, l'autre revient. Les saisons se succèdent et se ressemblent dans cette terre pétrie de croyances et de traditions. Une terre de liberté, de transmission et de poésie derrière une montagne qui révèle un pays caché, secret, différent. Une terra fria où la promesse du retour estompe la saudade. Un récit délicat où la subtilité de l'intime touche à l'universel. Les chapitres portent le même nom, sauf qu'ils sont inversés. Pour Madalena, la première protagoniste, on a d'abord la maison, la récolte, etc. jusqu'au retour. Et pour la deuxième protagoniste, Maria, ça commence par le retour et ça termine sur la maison. Et du coup, ça crée un parallèle, un miroir que j'ai vraiment bien aimé. Et le texte est très beau, je trouve assez poétique. J'ai du coup noté quelques passages que j'aimerais vous lire, certains. La toute dernière phrase du premier chapitre qui s'appelle attendez, j'ai oublié, le village, voilà. C'est écrit: à l'heure du départ, le souvenir a toujours un goût de figues salées. Et les figues, c'est quelque chose d'assez emblématique au Portugal et même dans mon historique familial parce que ma grand-mère récolte les figues quand c'est la saison, les fait sécher et les roule dans la farine. Et c'est quelque chose que j'ai toujours eu, qui a toujours ponctué un petit peu mon enfance et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Franchement c'est délicieux. Il y a peut-être aussi mon côté familial qui ressort et vu que c'est ma grand-mère qui l'a fait, c'est absolument délicieux forcément. Mais je sais pas, la figue elle a toujours cet aspect là. Je mange jamais de figues quand je suis en France, même pas de figues fraîches quand je suis au Portugal, mais j'ai toujours cet aspect là de figues séchées roulées dans la farine. C'est vraiment l'un des trucs qu'il y a chez mes grands-parents au Portugal à chaque fois, c'est ça. Et si jamais mes grands-parents reviennent en France, je leur demande d'en apporter parce que vraiment j'adore ça. Et je sais que toute ma famille aime beaucoup, mon père aussi il adore. Donc voilà, il y avait ce petit passage que je voulais vous lire. Il y a un autre passage que j'aime bien, que j'ai envie de vous lire, c'est par rapport à Maria. Là on est au tout début de son chapitre à elle. On ne les présente pas forcément, on ne nous dit pas quelles sont leurs caractéristiques, comment elles sont habillées, leurs traits de visage, enfin il n'y a pas de description en tant que telle, c'est juste 2 jeunes femmes qui soit viennent de ce village ou soit sont parties et ont envie de revenir. Enfin il y a plus ce côté là où Madalena elle vient de ce village mais est partie dans la grande ville et préfère cette grande ville, alors que Maria elle vient pareil de ce village mais est partie pour travailler mais veut y revenir. Et là elle dit: ils sont nés ici, ils mourront ici. Après eux, les lumières s'éteindront, les maisons se videront, ne restera que le silence de la montagne et le bruissement de la cloche, célébrant la dernière âme. Et c'est aussi très vrai, les petits villages au Portugal disparaissent petit à petit parce que la population vieillit et aussi parce qu'il n'y a pas de nouveaux
couples ou en tout cas des jeunes actifs qui viennent y vivre, donc la population vieillit et du coup meurt petit à petit. Et il y a ce risque-là que des villages disparaissent. Je trouve que c'est assez fort comme passage et juste comme petite phrase. Et le dernier extrait dont je voulais vous parler, ça parle de la dictature et de à quel point beaucoup de personnes ont fui et dans quelles conditions. Et donc c'est écrit: ils ont été nombreux à partir comme elle, contournant les routes officielles, marchant, se cachant dans les trains, des coffres de voitures, de bus, fuyant la police, prêts à faire le grand saut dans l'inconnu, la misère, le travail au noir et l'attente d'un titre de séjour, tant espéré que certains étaient prêts à tout pour l'enfiler dans la poche de leur blouson pour une vie nouvelle. Ça montre à quel point c'était très important de partir pour certains et c'était vraiment de la survie. Donc voilà, c'est un petit ouvrage que j'ai beaucoup aimé, qui m'a rappelé beaucoup de choses et qui, encore une fois, me donne encore plus envie de lire sur le Portugal. Et le deuxième dont j'ai envie de vous parler, c'est Résister de Salomé Saké. J'ai mis un petit peu de temps à lire alors qu'il est extrêmement court et qu'il se lit très rapidement, mais j'étais pas forcément dans le mood pour le lire quand je l'ai commencé, voilà. Mais il est absolument génial, je vous invite vivement à le lire. Il est aux éditions Payot, il ne coûte que 5 € et je trouve qu'il est très important à lire en ce moment parce que ici Salomé Saké nous parle de l'extrême droite et en fait je vais vous lire ce qu'il y a sur la 4e, c'est écrit: l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Dans les urnes comme dans les esprits, ses thèmes, son narratif et son vocabulaire s'imposent. Il est encore temps d'inverser cette tendance à condition de comprendre les rouages de cette progression et de réagir rapidement. Elle nous parle de l'extrême droite et particulièrement du Rassemblement national, de quelles sont ses origines, comment il a été construit, sur quoi. Ça parle des faits, de qu'est-ce qu'ils ont réellement fait dans la société et aussi à l'heure actuelle, comment ils essaient de redorer leur image et quels sont les moyens mis en place. Parce que c'est par des moyens médiatiques, les moyens sur internet aussi, cette espèce de glamourisation qu'il y a eu pendant les législatives avec Jordan Bardella, enfin ça parle de tout ça et c'est très construit parce que c'est très sourcé et en fait elle nous plombe pas forcément le moral, même si l'actualité fait que, mais elle nous donne aussi des clés pour résister justement et comment lutter contre ça et à quel point il est important de lutter. Donc vraiment je vous invite vivement à aller l'acheter, il coûte pas très cher et vraiment c'est très très important de le lire, c'est essentiel et primordial pour notre avenir tout simplement. Et enfin, je voulais vous parler de ma lecture en cours que je vais terminer, je pense, aujourd'hui. Il s'agit de Saudade de Cristina de Amorim. Là aussi, c'est un livre que je vous ai présenté il y a quelques minutes pour vous. Et je l'ai quasiment terminé puisque j'ai lu 258 pages et il en fait 360. Ici, on va suivre l'histoire de Colette et de sa mère Anna. Anna qui a fui le Portugal, qui a fui la dictature de Salazar parce qu'elle était enceinte. Et du coup, Colette a vécu en France, a vécu à Paris avec sa mère. Elles ne sont que toutes les deux. Et aussi avec Madame Claudine, qui est la personne qui a embauché Anna, comme femme un peu à tout faire, comme femme de ménage, etc. Mais elles se sont liées d'amitié. Ça fait quasiment 30 ans qu'Anna est au service de Madame Claudine. Donc c'est finalement un peu la famille aussi. Et du coup... Colette va en apprendre beaucoup plus sur son passé et sur le passé de sa mère qui est au final assez brumeux, elle lui en a jamais parlé, elle n'a jamais parlé du père de Colette et elle va en apprendre plus sur ce père, sur ses origines et ça va être vraiment une quête identitaire. Honnêtement je trouve ça très cool, j'en apprends quand même pas mal sur la dictature etc, mais ça reste assez léger dans les thèmes. Enfin, ça reste assez léger dans l'ensemble, c'est pas très recherché comme l'avait pu être Hôtel Castellana de Ruta Silvetis qui se passait durant la dictature franquiste. Là, c'est vraiment une fille qui va à la recherche des origines de sa mère, donc on a ce côté un peu plus éloigné de la dictature, même si on en parle beaucoup, même s'il y a beaucoup d'interrogations qui sont soulevées. C'est un titre que j'aime vraiment bien, qui est une bonne introduction pour moi à la dictature de Salazar, mais qui n'est vraiment pas assez. Mais j'aime beaucoup le fait de découvrir l'histoire via la fiction. Donc voilà, j'ai très hâte de le terminer parce que je le dévore et je suis très, très contente que ça se passe comme ça. Sur ce, je vais arrêter et je vais aller au travail.
mercredi et je viens vous parler d'un livre que j'ai terminé et de 2 achats que j'ai faits. Et après je conclurai la vidéo parce qu'elle est déjà très longue. Le livre que j'ai terminé c'est Saudade de Cristina de Amorim aux éditions Caplume. Je vous en parlais un petit peu plus tôt en vous disant qu'on allait suivre Anna qui a fui la dictature du Portugal en 1970 si je dis pas de bêtises. Enfin, je sais plus en quelle année exactement, mais elle fuit la dictature aux alentours des années 68-70 et elle s'enfuit parce qu'elle est enceinte et du coup on va aussi suivre sa fille Golette qui va apprendre à connaître le passé de sa mère qui est assez brumeux. Mon avis global c'est que c'est une bonne lecture, j'ai vraiment bien aimé, ça a été assez addictif, je voulais vraiment connaître la suite des événements. Après ça reste assez léger dans le traitement de la dictature ou en tout cas le traitement assez historique. On a plus les ressentis de Golette, de comment elle prend les choses, etc. Mais il y a quand même un aspect sous-jacent historique qui est assez chouette, mais pas assez poussé à mon goût. Il y a certains éléments qui m'ont pas plu, notamment un élément à la fin que je peux pas vous révéler, sinon ça va vous spoil, même si c'est pas un spoil majeur, je veux pas vous en parler outre mesure. C'est pour moi une bonne introduction, mais c'est pas un livre que je vais garder. Enfin, si je vais le garder en mémoire parce que c'est l'un des premiers que je lis sur le Portugal, mais ça n'a pas un livre historique que je trouve exceptionnel. Enfin, c'est péjoratif dit comme ça, mais je le trouve bien, sympa, mais il n'ira pas dans mes excellentes lectures. C'est ça que je veux dire. Parce que j'ai trouvé certains aspects qui m'ont un petit peu déplu sur la personnalité des personnages. Voilà, par exemple Golette, je l'ai trouvé de temps en temps un petit peu trop dur par rapport à certains choix qu'a pu faire sa mère. Et je trouve qu'il y a une certaine facilité dans le sens où Golette va recevoir beaucoup d'argent et du coup ça va faciliter ses recherches. Bref, je vous laisserai voir ça, mais je trouve que c'est une facilité scénaristique qu'on retrouve dans les romans historiques. On le retrouvait dans Les 7 sœurs par exemple. Du coup, les sœurs peuvent facilement aller à la recherche de leurs origines parce qu'elles avaient un père extrêmement riche et qu'elles sont extrêmement privilégiées. Donc voilà, il y a cette chose un petit peu facile dans le scénario, mais après j'ai trouvé que c'était quand même dans l'ensemble un bon roman qui m'a fait passer un très bon moment et surtout ça m'a remis à la lecture, ça m'a vraiment replongé dans un roman en tant que tel, un roman assez long. Ce type de roman un petit peu plus long, dans les 300-400 pages, je sais plus exactement, 360, c'est davantage ce que je lis que les 2 petits livres que je vous avais présentés un peu plus tôt dans la vidéo. Donc je suis quand même très contente de l'avoir lu, très contente d'avoir lu sur le Portugal. Et voilà, je vous le recommande quand même parce que c'est une maison d'édition indépendante, Caplume, et que ça pourra vous en apprendre un petit peu plus sur le Portugal si jamais ça vous dit. Et comme vous l'avez vu, hier je suis allée en librairie et j'y allais pour un but précis. J'avais vraiment un livre en tête et ce livre c'était Coulée brune, comment le fascisme inonde notre langue de Olivier Manoni. Je vais vous le présenter juste après et j'ai pris aussi Traduire Hitler de Olivier Manoni. Je vous l'avais déjà présenté l'année dernière parce que je l'avais lu via la librairie où je bossais, j'avais pu l'emprunter et le lire et j'avais énormément aimé. Olivier Manoni c'est un traducteur spécialiste des écrits du Troisième Reich. Il a beaucoup traduit d'ouvrages et de choses de cette période-là, notamment la médecine de Goebbels, etc. Et là, Traduire Hitler, c'était la traduction du fameux livre rouge d'Hitler qui a été réédité il y a quelques années avec beaucoup d'annotations, de notes de bas de page, etc. Donc c'était davantage axé pour les historiens, les spécialistes du genre. Et en gros, là, ce qu'on a demandé à Olivier Manoni, c'est de traduire littéralement le style d'Hitler, toutes les répétitions, toutes les erreurs de syntaxe, etc. Et c'est vraiment aux antipodes de ce que doit faire un traducteur littéraire normalement, parce que, je ne l'ai pas précisé, mais il est traducteur littéraire. J'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant et pertinent parce qu'on voit que ça impacte vraiment en grande partie sa vie. Ça a quand même duré 10 ans, donc vraiment c'était une grosse part de sa vie pendant très longtemps. Petite anecdote qu'il explique, c'est qu'il avait énormément d'exemplaires du livre et qu'au fur et à mesure des années, la tranche, le dos devenait de plus en plus orange à cause du soleil. Enfin, c'est un petit détail mais qui montre à quel point ça a duré longtemps. Olivier Manoni est une personne extrêmement intéressante que j'ai appris à découvrir dans ce texte que je vous conseille énormément. Moi j'avais absolument adoré. Et donc j'allais en librairie pour ce livre-là, du coup Coulée brune, comment le fascisme inonde notre langue. Et j'ai pas forcément regardé la 4e de couverture quand j'ai vu qu'il avait sorti un nouvel ouvrage parce que j'avais tellement aimé Traduire Hitler que je trouvais que c'était
que c'était opportun par rapport à ce que je lisais aussi, parce que j'ai lu Résister très récemment et ça m'a donné envie de lire celui-ci. Et pour celui-ci, je vais vous lire la 4e couverture. Décider de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc l'Assemblée. Ce petit passage était entre guillemets. Silence retentissant dans un pays sonné. Pourtant, l'écrasante victoire de l'extrême droite aux élections européennes n'est pas une surprise. Le glissement s'opère depuis longtemps dans notre langage. À quand cela remonte-t-il? Au second tour de 2002? À la crise des Gilets jaunes? À celle du Covid-19? Olivier Manoni, qui a traduit Mein Kampf, qui connaît les pièges du discours de la sémantique, sait, lui, qu'il faut creuser plus loin, jusque dans les entrailles de notre histoire européenne. Avec une pensée claire et des mots incisifs, il analyse les prises de parole de nos politiciens et passe au crible les médias vecteurs de fausses informations. D'une lucidité redoutable, ce livre uppercute met à nu les menaces linguistiques qui pèsent sur nos démocraties. Vous lire les petites notes sur l'auteur. Né en 1960, Olivier Manoni est traducteur de l'allemand spécialisé dans les textes sur le Troisième Reich. Il a fondé l'école de traduction littéraire et présidé l'Association des traducteurs littéraires de France. Auteur de Traduire Hitler en 2022, il élargit sa pensée avec Cool et Brune, son second essai publié aux éditions Héloïse d'Ormesson. C'est vrai que j'ai pas précisé les éditions, mais oui, c'est les éditions Héloïse d'Ormesson pour les deux essais. Et du coup, j'espère le lire très bientôt parce que, enfin, celui-ci, je le relirai peut-être celui-ci un jour parce que j'ai vraiment beaucoup aimé et je pense que j'aurais plutôt envie de souligner des passages comme j'avais pu le faire dans Résister et je pense que je vais faire la même chose pour celui-ci. Celui-ci un petit peu plus épais vraiment par rapport à celui-là, pas de beaucoup. Enfin si quand même, je pense qu'il va pas rester très longtemps dans la pile à lire parce que je suis dans une mouvance où j'ai envie de lire ce genre de texte. Je vais terminer le vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez des recommandations à me faire un peu dans le même style que Résister ou celui-ci. Parce que c'est ce que je recherche un petit peu en ce moment. Me dire aussi si jamais vous avez lu certains des titres que je vous ai présentés, si ça vous a plu, si ça vous a donné envie, bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!